Chapitre 4. Le résultat de la phénoménologie. Paragraphe 21. La genèse de l'expérience antéprédicative et son contenu effectivement réel. La constitution de l'expérience antéprédicative fut l'objet constant des efforts de Husserl, des Logische Untersuchungen à la Crisis. On peut y distinguer deux couches. La première, étudiée dans une esthétique transcendantale, à un sens élargi, définit le monde primordial donné à l'ego individuel, solus ipse. La seconde, décrite dans une théorie transcendantale de la perception d'autrui, Einfühlung, se rapporte aux significations de l'intersubjectivité antérieure à l'universalité proprement dite. L'esthétique transcendantale comprend elle-même deux moments. D'une part, la constitution des vécus comme objet immanent dans le temps immanent du sens intime qui occupe les leçons de 1905 publiées par Heidegger et le groupe C des inédits. D'autre part, la constitution de l'objet externe primordial développé dans de très nombreux textes qui s'étendent sur toute la carrière de Husserl et dont les plus récents ont été rassemblés dans le groupe D. Le groupe E comprend des principaux inédits consacrés à la théorie de l'Einfühlung. L'immanence vécue thématisée par la réduction transcendantale au sens classique est encore, comme il a été remarqué, un constitué qui renvoie lui-même à l'absolu du présent vivant, lebendige Gegenwart. Il nous faut donc procéder à une nouvelle réduction en mettant entre parenthèses l'unité immanente des vécus qui les fait apparaître comme des durées singulières se maintenant identiques à elles-mêmes dans le courant de conscience. Nous revenons ainsi aux pures impressions actuelles dans le flot originaire du présent absolu. C'est dans ce flot que vont apparaître les premières intentionnalités qui permettent de dépasser le pur donné. En effet, chaque impression prise dans son actualité immédiate se maintient dans une rétention elle-même présente, mais qui ne la retient justement que comme ce qui vient d'être. Dans l'intentionnalité passive de la rétention, ce qui était l'impression présente apparaît comme de plus en plus passé. Ainsi se constitue la première dimension du sens intime. Le présent vivant devient objet pour lui-même en se retenant lui-même. Il s'apparaît à lui-même dans la rétention où le pur donné impressionnel se constitue en une unité vécue, la sensation qui se présente comme identique à elle-même dans ce glissement par lequel elle s'enfonce continuellement dans le passé immanent. Parmi les sensations ainsi constituées, il convient d'accorder une importance toute particulière aux kinesthèses qui motivent une organisation du donné sensible en un champ sensoriel, Sinnesfeld, où les moments non encore présents s'annoncent déjà à l'avance. Ainsi apparaît la protension elle-même présente, mais où le présent se dépasse lui-même en se portant vers son avenir immanent. Avec l'intentionnalité de la protension s'achève la constitution du sens intime. Le domaine de l'immanence vécue s'y constitue comme la première forme de l'objectivité, chaque vécu apparaissant comme un objet en moi qui dure identique à lui-même dans le temps immanent. Sur le sens intime se constitue le sens externe, toujours sur l'intervention des kinesthèses. Des configurations se détachent dans le champ sensoriel comme des unités de perspective où apparaît le premier sens de l'extériorité. Le fantôme se présente comme un objet hors de moi qui se profile dans mon champ sensoriel, suivant un certain style de perspective, où il se maintient identique à lui-même à travers ses déplacements et déformations. Mais il ne s'agit que d'une simple unité d'apparition qui n'a pas encore acquis la réalité substantielle et causale caractéristique de la chose. Nous n'avons pas encore de succession réelle dans le temps des choses, mais simplement un déroulement de perspectives dans le temps immanent du sens intime, suivant une certaine unité de style qui fonde la perception de l'objet comme fantôme. Mais avec le monde des fantômes se constitue la spatio-temporalité comme forme d'extériorité. Bien qu'il ne s'agisse pas encore de l'extériorité réelle proprement dite, les changements y prennent un sens nouveau. Ce ne sont plus de simples changements de perspective, mais des mouvements d'objets fantômes. Dans le jeu de ces mouvements, où il faut faire intervenir de nouveau l'action des kinesthèses, se constitue un certain style qui définit l'unité substantielle et causale de la chose. Il ne s'agit pas ici, bien entendu, de catégories de l'entendement, mais simplement d'une certaine régularité intuitive fondée sur l'habitude. Elle n'en implique pas moins une forme générale bien déterminée où se constitue la réalité sensible comme telle. Le monde des choses auquel aboutit la constitution primordiale
devient à son tour le fondement sur lequel surgit l'expérience d'autrui. Mon corps propre se présente en effet dans l'horizon primordial avec un sens singulier. Cette chose est aussi ma réalité organique, où je fonctionne comme ego. Ce sens de corps vivant dont j'ai constamment l'expérience originaire ici se transpose par analogie au corps matériel que je vois là-bas, et qui m'apparaît ainsi comme un autre organisme vivant où fonctionne un autre moi. En effet, j'ai l'expérience du là-bas en tant que j'ai été moi-même là-bas, et l'autre que je vois n'est précisément que moi-même là-bas. Sur le fondement de l'expérience de l'autre se constituent les premières significations sociales. C'est dans cet horizon qu'il convient de placer enfin la genèse des formes idéales qui surgissent avec la prédication et font l'objet d'une analytique transcendantale. Tel est le plan des recherches constitutives dont toute la valeur tient évidemment à la finesse prodigieuse du détail de l'exécution. Ce bref aperçu suffit néanmoins à donner une idée de la précision méthodique des démarches husserliennes et à déceler du même coup la contradiction profonde qui motiva leur échec. Ce n'est pas un hasard si les œuvres éditées restaient pratiquement sur le plan programmatique, le travail de réalisation n'ayant jamais été jugé par son auteur digne de la publication. Il est trop clair que la genèse de l'expérience antéprédicative, pièce maîtresse de la Weltkonstitution, se plaçait en réalité du fait même de l'exactitude scrupuleuse de la description sur un terrain incompatible avec le cadre philosophique dans lequel elle avait été conçue. Il s'agissait bien évidemment à en considérer le contenu effectif du développement animal ou de celui du nourrisson. D'une manière plus générale, le monde de la vie, Lebenswelt, ne peut être que ce monde réel dans lequel nous vivons. Il ne fait aucun doute dans ces conditions que l'ego transcendantal au sens de la phénoménologie ne doive s'identifier en fait avec l'homme historique réel. On sait du reste que c'est un des points essentiels de la doctrine husserlienne, qu'à toute proposition de la phénoménologie transcendantale correspond une proposition parallèle en psychologie, le passage pouvant se faire dans un sens ou dans l'autre par un simple changement de signe. De ce point de vue, la description phénoménologique apporte des concepts précieux qui ont toujours manqué jusqu'ici à la recherche expérimentale pour une genèse méthodique et positive de la conscience à partir de la vie. L'explication des structures élémentaires sur le plan du vécu fournit un certain nombre de médiations nécessaires pour le passage du comportement à la conscience. Et si l'on admet, comme il a été démontré, que les formes idéales du monde de l'esprit trouvent dans le mouvement de la vie sensible non seulement leurs conditions historiques d'apparition, mais encore le fondement de leur sens de vérité, on voit s'esquisser la possibilité d'une étude scientifique de l'existence humaine, où l'explication par les conditions réelles ne supprime pas la compréhension des valeurs idéales, mais permet au contraire de les fonder et de les critiquer dans le sens même de leurs prétentions authentiques. Mais une entreprise de ce genre impliquait un dépassement radical de l'horizon proprement phénoménologique des analyses vécues. Il ne s'agit plus d'écarter le monde pour revenir à la conscience, mais bien de comprendre le mouvement effectivement réel par lequel la nature devient humaine en se constituant en esprit. Or, il convient de remarquer qu'il ne s'agirait pas là d'une sorte d'utilisation extra-philosophique de concepts phénoménologiques qui ne mettraient pas en question les fondements de la phénoménologie elle-même. L'absorption du point de vue de la conscience dans la réalité naturelle est la seule voie concevable qui permette de sortir de l'impasse phénoménologique. Le fait est que les descriptions de l'expérience antéprédicative sur lesquelles devait reposer pourtant tout l'édifice de la Weltkonstitution, la Constitution mondiale, n'ont donné aucun résultat réellement satisfaisant malgré la maîtrise unique de l'auteur dans l'analyse intentionnelle. C'est qu'en réalité le monde sensible ne peut pas se définir avec précision sur le plan de pur vécu comme tel, car il tient tout son sens des structures du comportement. Il ne fait aucun doute que les directions du champ sensoriel ne correspondent à la conduite de la locomotion, l'extériorité de l'objet fantôme à celle de la préhension et la substantialité de la chose primordiale à celle de la manipulation. Il n'est donc nullement étonnant que la méthode phénoménologique se soit heurtée ici à des difficultés insurmontables. La description des significations antéprédicatives renvoie aux conditions de l'existence matérielle et place nécessairement le sujet dans le cadre de la réalité objective.
C'est ce qui apparaîtra encore plus clairement si l'on considère les synthèses qui, à l'intérieur du monde de la vie, médiatisent la prédication, la notion de l'explication comme activité antéprédicative, produisant le rapport du substrat à sa détermination, correspond à une expérience phénoménologique certaine, mais reste sur le plan théorique d'une obscurité intolérable. Comment la simple direction du regard peut-elle détacher une détermination de l'unité indifférenciée de la chose, sans un acte d'abstraction qui présuppose déjà les fonctions de l'entendement? Nous ne voyons pas qu'une pure analyse de conscience puisse échapper à des apories de ce genre qui naissent précisément de la méthode réflexive elle-même. En fait, le mouvement de l'explication antéprédicative définit la réflexion dans la conscience de la fonction instrumentale chez le sujet qui se livre à l'usage de l'outil. Ainsi, la fonction du bâton en tant qu'il allonge le bras, l'explication de la détermination se réalise dans la conduite elle-même et dépose une signification nouvelle sur l'objet qui apparaît dans la passivité de la rétention comme porteur de cette détermination. Le phénomène est absolument général. L'usage de l'outil caractérise l'existence humaine comme telle et fait naître à chaque instant des rapports nouveaux passivement préconstitués dans le monde de la vie et qui s'affirment activement par la suite dans les actes du commandement et de l'enseignement sur le plan symbolique de la prédication. En d'autres termes, puisque la vie sensible chez l'homme ne consiste pas en des échanges immédiats avec le milieu, mais se médiatise par la production de ses conditions d'existence, le passage du sensible à l'intelligible ne peut se décrire correctement que par l'analyse des formes techniques et économiques de cette production. C'est d'ailleurs ce que Husserl pressentait obscurément quand il cherchait dans le fragment célèbre sur l'origine de la géométrie à fonder la vérité géométrique sur la praxis humaine. Il est clair qu'il a fallu d'abord fixer et noter en formule définie la méthode de création des idéalités originaires à partir des données pré-scientifiques du monde de la vie avant l'existence de la géométrie, et qu'il a fallu ensuite, ces formules étant transmises par l'enseignement, assurer la possibilité d'en réactiver le sens d'évidence. Alors seulement chaque géomètre se trouvait en mesure de médiatiser l'évidence, où se révèle le contenu de chaque formule, non pas comme sens sédimenté, logique, mais comme sens effectif de vérité. Dans la vie pratique, certains traits particuliers se distinguaient dans les formes sensibles. Une praxis technique visait d'ores et déjà à dégager des formes privilégiées et à les améliorer dans un sens déterminé. Parmi les lignes apparaissent comme privilégiées les lignes droites, parmi les surfaces planes par exemple, en raison de motifs pratiques, les planches limitées par des plans, des droites et des pointes, tandis que les surfaces courbes et tordues, entièrement ou partiellement, ne sont pas souhaitables pour beaucoup d'intérêts pratiques. Ainsi s'introduisit la pratique d'établir des surfaces planes et de les perfectionner par exemple par le polissage. De même, dans les activités qui visent un partage équitable, l'estimation grossière des grandeurs se transforme en mesure de grandeur quand on se met à compter des parties égales entre elles. L'explicitation phénoménologique s'orientait ainsi vers la détermination des conditions réelles où s'engendre la vérité. Mais le point de vue subjectiviste empêchait Husserl de dépasser en ce domaine le niveau de quelques remarques du sens commun. Il aurait fallu préciser systématiquement pour chaque époque la forme d'existence réelle qui, s'éprouvant dans une certaine intuition du monde, s'exprimait sur le plan idéal par une figure de l'esprit. Ainsi seulement eût été accomplie la tâche d'une justification totale de l'être, dans la plénitude du sens qu'il a pour nous. Mais un tel travail débordait les limites d'une description du vécu. On dira évidemment que le passage à l'analyse réelle contredirait la notion même d'une constitution transcendantale. Mais la contradiction n'est que le fait de la phénoménologie elle-même. Le retour à la conscience se motivait originellement par l'insuffisance théorique des sciences positives. Il s'agissait de les absorber dans un savoir absolu qui les rétablirait dans leur sens authentique de vérité. Or, les dernières analyses de Husserl, en raison même de sa méthode de genèse, s'achèvent pratiquement sur un scepticisme total. Cet univers de détermination en soi, dans lequel la science exacte saisit l'univers de l'existant, n'est qu'un vêtement d'idées jeté sur le monde de l'intuition et de l'expérience immédiate. Le monde de la vie, ein Kleid von Heiden, geworfen über die Welt,
Unmittelbarer Anschauung und Erfahrung über die Lebenswelt, le retour à l'expérience antéprédicative et la claire compréhension de sa couche la plus profonde et la plus originaire a le sens d'une justification de la doxa, Rechtfertigung der Doxa, qui est le domaine des évidences tout à fait originaires, non encore idéalisées dans les notions exactes de la physique mathématique. Il se montre ainsi également que ce domaine de la doxa n'implique pas des évidences d'un rang moindre que celui de l'épistémé, celui de la connaissance prédicative de ses résultats. Il définit précisément le domaine tout à fait originaire auquel renvoie par son sens même la connaissance exacte qu'il faut caractériser comme une simple méthode et non comme un mode de connaissance qui médiatiserait un en soi. Dès lors, la relativité du savoir doit s'entendre à un sens qui assimile en fait tous les genres de vérité. Le marchand au marché a sa vérité de marché. N'est-elle pas dans sa relation une bonne vérité et la meilleure qui puisse lui servir? Est-elle une vérité apparente parce que le savant, dans une autre relativité, exerçant son jugement dans d'autres fins et avec des idées autres, cherche d'autres vérités avec lesquelles on peut faire beaucoup de choses, sauf précisément ce dont on a besoin au marché? Une telle position implique cette conséquence suprême que l'imagination n'a pas seulement les mêmes droits que l'entendement, mais encore doit lui être préférée. C'est justement ce qu'affirme Husserl dans une réfutation intrépide du système copernicien. La Terre ne se présente pas comme un corps parmi les autres, elle est le lieu absolu de notre habitat originaire, le terrain immuable sur lequel se définit tout sens de mouvement. Il n'y a qu'une humanité et une Terre, à elle appartiennent tous les fragments qui se détachent ou ne sont jamais détachés, ou se sont jamais détachés. Mais s'il en est ainsi, avons-nous le droit de dire avec Galilée « par si muove » et non pas au contraire qu'elle ne se meut pas, non pas sans doute au sens où elle serait au repos dans l'espace alors qu'elle pourrait s'y mouvoir, mais comme nous avons essayé de le montrer plus haut, elle est le substrat premier dit arche, que ce qui seul rend possible le sens de tout mouvement et de tout repos comme mode du mouvement. Son repos n'est pas un mode du mouvement. Un tel renversement de tout sens de vérité n'a été possible que par une erreur fondamentale dans le projet originel. Il s'agissait authentiquement de retrouver la chose même, la réalité véritable dont les discours abstraits nous ont caché le sens effectif. Le sujet auquel on revenait ne pouvait être dans ces conditions que l'homme réel lui-même, qu'il faut réveiller à la conscience de son être authentique. Mais le monde de l'apparence avait accaparé dans le langage ordinaire tout le sens de la notion de réalité et la conversion philosophique se définissait nécessairement au début dans l'horizon même de l'existence quotidienne. Puisque les apparences s'y sont imposées à titre de monde réel, leur élimination se présentait comme une mise entre parenthèses de ce monde, et le mouvement constituant, se thématisant par la suspension de l'être constitué, la réalité authentique à laquelle on revenait, prenait paradoxalement la forme de l'irréalité d'une conscience pure. Mais ce n'était là justement qu'une apparence transcendantale qui reflétait sur le mode négatif le prestige encore vivant du monde de l'apparence. La description phénoménologique de la subjectivité constituante devait précisément par sa fidélité rigoureuse au vécu dévoiler son fondement effectivement réel. Le monde, écarté au début sous sa forme constituée, se retrouve comme la réalité même du constituant, la terre elle-même et nous, les hommes, moi avec mon corps, moi dans ma génération, mon peuple, etc., avec toute cette historicité, Geschichtlichkeit, appartient inséparablement à l'ego, et cela de manière essentiellement unique et irréversible. Tout ce qui se réfère à cette historicité de la constitution transcendantale, dis historicitat transcendentaler constitution, comme au noyau qui lui est propre et dont il n'est que le développement, en d'autres termes, toute possibilité nouvelle qui se découvre pour le monde est liée au sens d'être déjà acquis. Le monde de la vie comme réalité sur cette terre est le sens d'être déjà acquis, le noyau sur lequel se développent les formes idéales. Mais la découverte du contenu réel se faisait dans l'horizon de la réduction phénoménologique.
L'existence du monde ayant été suspendue par la problématique de la connaissance, il y avait contradiction à présenter les circonstances réelles de la vie vécue comme des moments originaires de la subjectivité constituante. Tout le sens de la Constitution semble tomber dans un relativisme complet, puisque le fondement transcendantal consiste en cette vie terrestre elle-même. La vie du marchand justifiera la vérité du marché, aussi bien que la vie de l'astronome la vérité astronomique. Telle est la conséquence inéluctable d'une philosophie du vécu, développée dans toute sa rigueur. La tentation serait grande de revenir au formalisme, qui se préservait à l'éliminer de toute aventure de ce genre en définissant le constituant par l'exclusion du contenu concret. Mais une telle régression ne ferait que rétablir les difficultés qui ont justement motivé la thématisation phénoménologique de la conscience effective. Nous nous condamnerions à une nouvelle recherche du concret qui ne pourrait que nous remettre une fois de plus devant l'impasse présente. D'un autre côté, la situation est intolérable et ne saurait se prolonger. Il nous faut donc aller de l'avant en acceptant dans son sens authentique le résultat qui vient de s'imposer. Les absurdités qui semblent en découler tiennent simplement à la persistance de l'horizon où s'est effectué le mouvement qu'il a élaboré. Le retour du constitué au constituant dans la conscience transcendantale impliquait l'exclusion de toute réalité objective, la vérité du monde ne pouvant se fonder sur un moment de ce même monde. La position de l'ego dans le monde s'interprétait comme une pure contingence. Aussi, la reconnaissance de son contenu réel imposée par la fidélité même de l'analyse apparaît-elle nécessairement comme une transformation scandaleuse de conditions empiriques d'existence en conditions transcendantales de vérité. Mais le scandale suppose qu'on a replacé ces circonstances dans le cadre déjà abandonné du monde de l'attitude naïve. Or, en fait, la réalité naturelle qui se découvre dans les profondeurs du vécu n'est plus celle qui se présentait à la conscience spontanée avant la réduction. Le monde donné de l'attitude naïve est un horizon d'objets dont chacun implique un sens d'être qui le range d'ores et déjà dans une région déterminée, chose matérielle, organisme vivant ou existant humain. Entre ces régions, aucun passage n'est concevable si ce n'est à titre de pure négation. Ainsi, la matière travaillée par l'homme n'est plus matière, mais objet culturel, outil, livre ou tableau, la matière n'étant par elle-même que pure réalité inerte. Les règnes sont donc séparés, le mouvement présupposant toujours d'ores et déjà le sens de l'événement auquel il doit donner naissance. Ainsi, les relations entre la nature et l'homme impliquent la présence déjà acquise des significations humaines, car l'homme ne s'explique que par l'homme. Anthropos, anthropon, gena. Tel est le point de vue du sens commun que la formule d'Aristote a fixé pour la tradition métaphysique. Les apories qu'il engendre motivent le retour au moi constituant. La conscience naïve tombe en effet dans cette contradiction de prendre les significations comme des réalités en soi, alors que la séparation des genres leur assure un être propre, idéal, distinct de la réalité, en tant que telle, celle-ci se trouvant réduite à une pure existence vide, qui tient tout son sens d'être d'un acte qui la transcende. La matière elle-même n'aura son sens de réalité physique que par les catégories qui la posent comme telle. Dès lors, le sujet authentique n'est plus le moi comme réalité parmi les autres réalités, mais la pure conscience de soi dont l'acte fonde l'objet dans son sens d'objectivité. La vérité du monde renvoie ainsi à un moi transcendantal hors du monde, mais une séparation aussi abstraite présuppose que l'être en soi est incapable par lui-même de prendre une signification. Un tel postulat semblera contestable si l'on se rappelle qu'il n'y a de connaissance que la connaissance de l'être, et que le sens que l'être a pour nous n'a valeur de vérité que s'il s'agit du sens qu'il a lui-même en soi. La séparation de l'être et du sens tient en fait à l'abstraction des différents modes de l'existence, abstraction qui fait apparaître le sens d'être de chaque domaine comme indépendant de l'être lui-même. Le sens posé dans son idéalité abstraite renvoie immédiatement à une pure subjectivité constituante. Mais l'approfondissement de celle-ci la révèle comme un mouvement qui enveloppe les genres opposés dans une totalité dialectique identique dans son contenu effectif au mouvement historique de la réalité elle-même. Celle-ci n'est plus alors cette mosaïque de régions séparées telle qu'elle apparaissait à la conscience naïve. Elle se présente maintenant
comme le devenir concret, où l'être se constitue dans la diversité de ses modes abstraits. Il n'y a plus alors de raison valable pour refuser la subjectivité constituante ses prédicats de réalité. Plus précisément, elle est la nature elle-même dans son devenir sujet. La matérialité n'est plus cette région particulière qui semblait dans l'abstraction de son sens d'être, incompatible avec la pensée. Elle est la forme originaire et toujours présente du mouvement qui l'élève à la vie et à la conscience. Nous ne retombons pas dans le réalisme vulgaire dont l'étroitesse spécifique consiste dans son incapacité à considérer le monde en tant que processus, en tant que matière engagée dans un développement historique. Friedrich Engels, sur Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande. On remarquera que l'existentialisme, en posant une différence d'essence entre l'existant humain et la réalité naturelle, revient en fait sur le plan de la conscience naïve, à savoir le plan de l'être considéré abstraitement en ses différents modes. Il mérite ainsi pleinement le reproche de psychologisme que Husserl lui fait dans le texte célèbre de Nacht, Worth. Les notions heideggeriennes de transcendance, situation, choix, projet, etc. sont antérieures à la réduction et ne font que systématiser sur le mode aristotélicien le point de vue du sens commun. Elle présuppose cette séparation des domaines qui définit justement la naïveté de l'attitude dogmatique. Le matérialisme dialectique prend au contraire les différentes formes de l'être dans le mouvement par lequel elle passe de l'une à l'autre. La matière se pose dans son devenir conscience, la nature dans son devenir humain. Nous nous trouvons ainsi sur un plan postérieur à la réduction, celle-ci ayant supprimé la conception abstraite de la nature, mais non pas la nature effectivement réelle qui implique dans son développement tout le mouvement de la subjectivité. Nous aboutissons au contraire au matérialisme dialectique comme vérité de l'idéalisme transcendantal, l'attitude naïve ayant été définitivement abandonnée avec la réduction. La pratique de la description du pur vécu s'absorbe nécessairement dans la dialectique matérialiste qui la supprime dans son sens proprement phénoménologique pour la conserver dans son résultat et le lever à niveau supérieur. À un niveau supérieur. Nous maintenons les exigences authentiques de la Weltkonstitution en la débarrassant de ses illusions idéalistes. Il s'agit bien de mettre entre parenthèses le monde des apparences constituées que le fétichisme de la conscience naïve prend pour des réalités en soi et revenir à l'être véritable dans la subjectivité constituante. Mais celle-ci n'est pas le flot héraclitéen de la conscience pure. Elle est le mouvement réel par lequel la nature prend conscience d'elle-même dans le développement biologique et l'histoire humaine. Le vécu n'est qu'un aspect abstrait de la vie effectivement réelle. Il exprime le rythme du devenir où s'engendrent les formes. Le mérite de la phénoménologie fut de l'avoir soumis à une description méthodique d'une rare précision et qui aboutit au sensible comme au fondement de tout sens de vérité. Mais l'abstraction de son point de vue ne lui a pas permis de voir le contenu matériel de cette vie sensible. Il ne reste alors que le pur donné sensible comme exclusif de toute norme de vérité. Dès lors, tout l'édifice de la Weltkonstitution s'effondre dans la constatation d'une contingence radicale. L'entreprise phénoménologique de justification totale qui devait mettre enfin la philosophie dans la voie sûre de la science aboutit paradoxalement à un relativisme sensualiste. Avec elle s'achève la grande tradition de l'idéalisme rationaliste qui se supprime en se réalisant.